Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 25 mars 2025 sur la télévision Tambra. Bienvenue à ce petit forum de discussion que nous allons également vous donner, très chers amis téléspectateurs, la possibilité de nous appeler, bien sûr, et de participer entièrement, bien sûr, sur les droits de l'enfant. Mesdames et messieurs, les droits de l'enfant sont une branche des droits de l'homme visant la protection spécifique de l'enfant en tant qu'être humain. À part entière, ils sont l'objet de plusieurs traités nationaux et internationaux, dont le plus important est la Convention relative aux droits de l'enfant CID adoptée par l'Assemblée des Nations Unies le 20 novembre 1989. Alors, est-ce que les droits de l'enfant sont respectés au Niger? Ensemble, bien sûr, nous allons recevoir, bien sûr, sur ce plateau, Maître Marie Malandauda, qui est éducateur. Maître, bonjour plutôt. Bonjour. Oui. Nous avons également Amadou Harouna, qui est journaliste indépendant. Bonjour Adamo Harouna. Bonjour. Adamo Harouna, que vous avez l'habitude de voir, bien sûr, sur la télévision Tambra. Et bien sûr, côté religion, nous avons Dr Sambo Amadou de l'Anabi. Bonjour, monsieur le docteur. Ça va bien, ça va très bien. Alors, très chers amis téléspectateurs, sachez que nous vous donnons la possibilité, bien sûr, de nous appeler en direct à travers ce numéro, le 82 80 34 52. Je dis bien le 82 80 34 52. Alors, parmi les droits de l'enfant, bien sûr, nous avons le droit à une identité, le droit à l'égalité, le droit à l'éducation au loisir, le droit à la santé, le droit à la vie privée, le droit à la participation, le droit à vivre en famille, le droit au handicap, le droit à une justice adaptée et également le droit à une protection contre les violences. Alors, avant de rentrer bien sûr dans les vifs du sujet, mesdames et messieurs, nous allons passer ce reportage qui va vous permettre certainement de réagir. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989, ratifiée par plus de 196 États à travers le monde, fédère ses signataires autour d'une même volonté de reconnaissance des droits fondamentaux et spécifiques aux enfants. En signant cette convention, la communauté internationale s'engage à reconnaître et faire respecter les droits fondamentaux des enfants par tous les moyens en leur pouvoir. Les droits de l'enfant prévoient aussi de satisfaire les besoins essentiels du bon développement de l'enfant, tels que l'accès à une alimentation appropriée, aux soins nécessaires, à l'éducation, etc., etc. Les droits de l'enfant prennent en considération le caractère vulnérable de l'enfant. Les États reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Cependant, la pauvreté extrême et multidimensionnelle prive les enfants de ce dont ils ont le plus besoin. Au Niger et dans beaucoup de pays du monde, des efforts ont été réalisés dans le but de garantir l'accès à tous ces droits dont l'enfant est censé jouir. Mais ces efforts n'ont pas permis d'atteindre un niveau où l'enfant est totalement épanoui. La pauvreté extrême et la recherche de gains faciles de certains parents poussent beaucoup d'enfants à quitter leur village et s'adonner à la mendicité dans la ville. C'est le cas de cet enfant dont la pauvreté a été un frein vis-à-vis de ses droits les plus absolus, contraint à mendier afin de survivre. Mon nom est Hassan, je ne connais pas mon âge, mais je viens du village de Farié. Je suis élève dans une école coranique. La mendicité me permet de manger et quand c'est beaucoup, j'amène le reste à la maison où je suis logé. Je ne mène aucune autre activité à part la mendicité. Mon rêve le plus cher est de devenir un maître dans une école coranique et avoir mes propres mendiants. Si les conditions sont réunies pour garantir une vie épanouie, ces jeunes seront sûrement dans des classes d'école à profiter de l'un de leurs droits qui est l'éducation. Je m'appelle Tagidi. Je ne connais ni mon âge ni mon village. Je suis arrivé en ville avec mon maître. Je pratique la mendicité pour avoir de quoi manger. Je passe toute ma journée au marché de Dar Salam, des fois jusqu'à 19 h avant de rentrer à la maison pour l'enseignement coranique. Il faut aussi signaler que les conséquences de la mendicité dans la société sont multiples et multiformes. Parmi ces conséquences, l'on peut citer entre autres le vagabondage, le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, la prostitution, etc., etc. Pour y remédier à cela, le gouvernement
et les partenaires techniques et financiers du Niger doivent reconsidérer l'application de ces droits propres aux enfants afin de garantir un développement sûr et efficace. Voilà, afin de garantir un développement sûr et efficace. Alors, je vais passer la parole à Dr Sambo Amadou. Bonjour, docteur. Alors, vous avez suivi avec nous ce reportage sur l'Amandis et ces enfants qui sont là au niveau des marchés, au niveau des ronds-points, en train de mendier, de se retrouver au niveau d'une école coranique ou bien au niveau d'une classe d'école. Alors, que pensez-vous de cela? En tout cas, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment à la télévision Tambra. Je les salue du salut islamique et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, votre question est extrêmement difficile dans la mesure où je vais répondre sous l'angle islamique. Jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, l'islam ne préconise ce qu'on a vu. Nous l'avons dit et redit, mais nous n'avons pas été écoutés. Vous ne pouvez pas donner un enfant, 4 ans, 5 ans, 6 ans, à un soi-disant marabout qui va quitter des kilomètres et des kilomètres l'entraîner pour mendier, puisque nous sommes en direct. Il y a des gens qui vont nous dire, oui, c'est marqué, c'est dit, le prophète l'a dit, le Coran l'a dit, qu'on nous dise, pour mendier. C'est pour cela que je dis que ça va être extrêmement difficile, parce que l'islam place l'enfant en avant. C'est un être incapable de sa naissance jusqu'à un certain âge. L'aider, le pousser, le faire comprendre, c'est ça. Mais il n'a pas été créé. Imaginez, à 2 ans, un enfant qui tend la main, ou une fille qui tend la main. Vous avez vu sur les goudrons, sur le long des comment dirais-je, des feux optiques. Des feux optiques, là, vous avez vu? Mais c'est extrêmement difficile. Et très souvent, quand même, nous avons des étrangers islamiques qui viennent, ils sont gênés. Et tout ça, on met sous la coupe de la pauvreté. Mais quelle pauvreté? Il faut qu'on m'explique que c'est la pauvreté. Quelle pauvreté? Il y a certains marabouts qui mettent ça sous la coupe de la religion et qui disent que c'est la religion qui permet ça. C'est des faux. Je le dis et je le répète. L'enseignement est connu. Tout ce que nous faisons, tout ce que l'islam fait, qu'est-ce que le prophète a fait avec les compagnons? Qu'est-ce que les autres ont fait après? Les compagnons, les tabi'in. Si on avait suivi ce chemin, on ne serait pas là. Mais nous avons mis aujourd'hui le gain. Trouvé au marabout, il empoche, ben l'enfant, tant bien, rien à foutre, on l'envoie. Regardez le nombre d'accidents. Moi, je suis du corps de la santé, je sais combien d'enfants sont ramassés dans les rues, par les voitures, tout ça là. Ça, c'est un problème, moi je dirais, pour finir, qui n'a rien d'islamique en tout cas. Maintenant, s'il y a des gens qui vont nous dire que c'est islamique, ben, nous sommes là pour écouter, pour comprendre. Voilà. Alors, Maître Marie, vous êtes éducateur et vous avez suivi également ce reportage. Que pensez-vous des parents qui laissent leurs enfants comme ça dans les rues? Est-ce la recherche du gain facile? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Monsieur le docteur Gavara, excusez-moi d'avoir, en tout cas, d'être intervenu dans le domaine religieux et c'est ça qu'on nous
réclame de temps en temps. Il faut commencer en tout cas par, surtout par la sanate, par des bénédictions, en tout cas au nom d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je pense que un enfant a beaucoup de droits. À côté de ses droits aussi, il a des devoirs. Un enfant, même si c'est l'enfant d'un éléphant, un enfant est un enfant. Nous sommes tous ici parents d'enfants. C'est l'irresponsabilité qui nous fait voir ce que nous venons de voir. L'État a fait de son mieux à sa manière. Parmi les dernières décisions, il faut voir combien de fois le gouverneur de la région de Niamey était intervenu pour interdire la mendicité de tous les Nigériens et les gens vivant au Niger. À quoi avons-nous assisté et à quoi continuons-nous à assister? Le même phénomène, avec surtout Ramadan, a recommencé. Parce que ce que nous avons vu ici, en prenant, les deux enfants ont parlé de la mendicité. La mendicité, je parle sous le couvert du docteur Sambou, que la mendicité, si vous avez quelque chose à manger à midi, vous ne devez pas mendier le matin. Si vous avez quelque chose à manger le soir, vous ne devez pas mendier à midi. Mendier, c'est tendre la main. Tendre la main à quelqu'un est déjà une honte. À plus forte raison, tendre et ne pas avoir. La main qui reçoit est celle qui est en bas. La main qui donne est celle qui est en haut. Et quand on voit cela, nous pouvons dire que c'est une fuite de responsabilité. Les deux enfants qui sont intervenus, un vous a parlé de son programme journalier et l'autre vous a parlé aussi de son programme de journalier avec, en tout cas, la lecture pour laquelle, en tout cas, on l'a donné à un dit marabout. Pour moi, ce n'est pas un marabout. Parce que un enfant qui passe toute la journée en train de chercher à manger et de l'argent, n'oublions pas que tous ces enfants-là qui passent la journée en train de mendier reviennent avec de l'argent au marabout qui les a envoyés. Jusqu'à, parfois, celui qui n'amène pas bien, il risque d'avoir quelques coups. De chicoter, ainsi de suite. Donc, un enfant qui passe toute la journée, regardez les différents coins de nos grandes agglomérations. Quelqu'un qui passe la journée, il vient à 19h, il a dit. Vous pensez que quelqu'un, un enfant, comparons ces enfants-là à nos propres enfants. Un enfant qui va à l'école, ainsi de suite, les petits, à partir de 19h, ils sont au lit. Ils sont en train de dormir, parfois, ils oublient même de manger. Alors, si cet enfant-là, après avoir passé toute la journée en train de divaguer, doivent apprendre à lire le Coran à partir de 19h, j'ai dit que ce n'est pas possible. La fatigue fait partie de la baisse de performance. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'il faut comprendre. Tous les téléspectateurs et les auditeurs, je vous dis que l'enfant doit être à l'image de son maître. Mes parents m'ont donné la vie, mon maître a fait de moi, en tout cas, un homme. Ces gens-là qui sont habitués à la mendicité, malheureusement, tous les petits délits que nous voyons dans nos agglomérations, c'est ces enfants-là qui sont habitués, parce que l'œil n'a plus honte, le cœur n'a plus honte. Ils sont devenus de véritables délinquants et c'est eux qui dévalisent les gens, c'est eux qui arrachent les vols à l'arracher, ainsi de suite, tout ça là. Ils fuient dans les quartiers périphériques, ainsi de suite, tout ça. Sinon, comment comprendre? Par exemple, un marabout qui vient avec 50 enfants, 100 enfants dispersés dans la ville, il y a deux principes fondamentaux en éducation. C'est quoi? L'enfant dans la rue
et l'enfant de la rue. Un enfant dans la rue, c'est un enfant qu'on peut récupérer. Mais quand l'enfant devient l'enfant de la rue, sa récupération est difficile pour ses propres parents, à plus forte raison l'environnement, à plus forte raison le pays. Un enfant de la rue est un enfant qui a perdu toute sa vie et qu'il est difficile en tout cas d'être récupéré. Le temps que vous avez pris, les invités que vous avez appelés sont tellement denses, à mon avis, je les connais, que le temps est trop court, mais nous sommes obligés de nous bloquer pour donner la parole aux uns et aux autres qui vont intervenir et qui vont appeler pour nous poser des questions, parce que nous, c'est quand on nous provoque que nous réagissons. Je vous remercie. Merci, maître. Oui. Kader, en suivant cet élément, moi, cette mendicité, je ne vois pas en réalité l'intérêt de l'enfant. Excuse-moi, je profite pour rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez nous appeler au 82 80 34 52. Je dis bien le 82 80 34 52 pour bien sûr participer. Oui. En fait, je ne pense même pas que ces enfants-là, talibés, sont en train de s'adonner à la mendicité pour satisfaire leur propre vie, pour assurer leur sécurité. Je vois là une certaine exploitation économique, parce qu'en réalité, les enfants là constituent, pour les marabouts, pour l'ex-encadreur, ils constituent en réalité un centre d'affaires. C'était une sorte de business. Donc, moi, je vois une exploitation économique aux enfants du parti sortir de la rue, mendier, prendre tous les risques pour enfin collecter en fin de journée tout l'argent qu'ils ont gagné pour venir au Maroc. Parce que nous voyons des enfants qui refusent de manger. Quand tu leur donnes à manger, ils refusent, ils réclament de l'argent. D'autres même te proposent une somme d'argent, soit 50 francs CFA ou 100 francs CFA, pour compléter, soi-disant pour compléter et aller acheter à manger. Effectivement, Abdelkader, il y a même eu à un certain moment des programmes pour encadrer ces enfants talibés-là, leur apprendre des métiers, leur donner du travail dans la dignité pour qu'ils puissent être des véritables hommes utiles dans la société. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez un enfant, M. Kader, un talibé, dans la journée, avec la mendicité, peut se trouver facilement, sans rien faire, avec 3, 4, 5 000 francs. Mais quel travail voulez-vous que cet enfant-là aille faire? Donc je pense que cette mendicité-là, d'abord, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur de plus en plus inquiétante. Maître Marie l'a rappelé, le gouverneur a initié des opérations pour en finir. Effectivement, mais malheureusement, malgré tous les efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement, vous avez vu maintenant dans la rue, les mendiants sont revenus en force. Et qu'ils passent même devant les forces de défense et de sécurité sans en être inquiétés. Non, nous avons vu lors des dispositions prises par le gouverneur de la région de Niamey, il y avait même des mendiants qui étaient sortis faire des déclarations. Moi, personnellement, j'ai assisté à des déclarations de mendiants, des avocats qui étaient sortis faire des déclarations. Donc moi, je pense que vraiment à ce niveau, il y a une responsabilité collective. Il faut que la lutte contre la mendicité, de façon générale, et la mendicité des enfants, particulièrement. Donc je crois que c'est un problème qui devrait interpeller tous les acteurs, parce que ce n'est pas de la mendicité seulement qu'il s'agit, c'est les dangers qui guettent cet enfant qui se trouve dans la vie. Nous sommes dans une situation où, vous voyez, chaque matin, à travers, on annonce la disparition des enfants, on annonce des enlèvements. Donc je pense que cette mendicité-là constitue une véritable menace pour la sécurité des enfants, et il faut vraiment prendre ces problèmes-là par l'épaule. Merci Amadou Harouna, je rappelle que vous êtes journaliste. Pour les appels, bien sûr le 82 80 34 52, le 82 80 34 52. Alors nous allons toujours rester dans la rue, mais cette fois-ci on va retrouver les petits revendeurs. Voilà. Le Niger est un pays vaste et aride où les conditions de vie, notamment celles des enfants, sont très difficiles. Pour ces enfants, la pauvreté combinée à un manque de soins, de santé, d'éducation, d'installations sanitaires adéquates pose de grands défis et augmente le risque de trafic d'enfants, de maltraitance ou de prostitution.
La Déclaration universelle des droits de l'homme est considérée comme la fondation de toutes les normes juridiques internationales portant sur les droits des enfants. Il existe plusieurs conventions et lois relatives aux droits de l'enfant à travers le monde. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant précise les droits dont disposent les enfants qui leur permettent de réaliser leur potentiel libre de la faim, du besoin, de la négligence et des abus. La Convention sur le droit des enfants offre une vision de l'enfant en tant qu'individu, membre d'une famille et d'une communauté ayant des droits en accord avec son âge. Le non-respect de ces droits entraîne plusieurs facteurs tels que la mendicité, la délinquance et bien d'autres phénomènes. Certains par contre quittent leur village pour se rendre à la ville dans l'optique d'avoir de quoi manger afin de survivre. C'est le cas de cet enfant venu en ville pour s'adonner à la vente d'eau en sachet. Mon prénom est Shamsuddin. Je viens du village de Kokoro, un village situé dans la localité de Tera. Je suis revendeur d'eau fraîche en sachet de Piawata. En une seule journée, je peux vendre 3 grands sachets contenant chacun 20 Piawata, ce qui fait au total 60 petits sachets. Cela fait 4 mois que j'ai quitté mon village pour la ville pour exercer ce métier et essayer de gagner ma vie. J'ai 15 ans avec un salaire mensuel qui peut aller jusqu'à 15 000 francs CFA des fois. Et tomber sur des gens qui consomment de l'eau et refusent de payer est la seule difficulté que je rencontre. Il en est bien d'autres cas pour beaucoup d'autres jeunes. Je me nomme Bachirou, j'ai 15 ans. Je viens du village de Koutkale. En cette période de forte chaleur, je peux vendre jusqu'à 8 grands sachets de Piawata. L'argent que je gagne avec elle, je l'envoie à ma maman et des fois aussi cela me permet d'acheter de nouveaux vêtements. À mon avis, je pense que ce travail est mieux que voler. Je profite pour inviter les autres enfants à faire comme moi que de passer leur temps à consommer des produits ou s'adonner à des choses incorrectes. Je m'appelle Abdul Wahab, je viens de Loga, j'ai 15 ans également. Je suis revendeur de cannelle et de pluie de girofle. Je suis mon propre chef et j'ai commencé à exercer ce métier cette année. J'ai un chiffre d'affaires allant de 10 à 15 000 francs CFA la journée. La recette mensuelle est envoyée à ma maman au village. Avec cet argent, je contribue aux dépenses de la famille et épargne le reste pour mon avenir. Travailler est mieux que voler ou encore mendier. Pour ceux qui sont des droits fondamentaux de l'enfant, on peut citer entre autres le droit à un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné et protégé des maladies, le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, d'être protégé de la violence, de la maltraitance, de toute forme d'abus et d'exploitation. Mais au Niger, les enfants ne jouissent pas totalement de ces droits. À cause des parents ou tuteurs négligents, la plupart ne mangent pas à leur faim et abandonnent l'école dès le bas âge. D'autres par contre sont renvoyés de leur village pour la ville, pour l'apprentissage coranique, et c'est de là qu'ils subissent toute forme de traitement indigne à leur âge. Pour un avenir prospère, il est primordial de mettre l'accent sur le respect des droits de l'enfant, car il représente l'avenir certain de demain. Un enfant épanoui constitue le socle d'un développement sûr et certain. Voilà, un enfant épanoui constitue le socle d'un développement sûr et certain. Alors, Maître Marie, je vais commencer avec vous. Vous avez remarqué que déjà, nous avons des enfants qui ont commencé à prendre goût de l'argent. Certains sont leurs propres chefs et d'autres, par contre, sont utilisés par d'autres parents. Que pensez-vous de cela? Utiliser à bon escient, à mon avis, cet apprentissage de petits métiers est une force. Parce que nous, pendant notre jeunesse,
nos parents nous apprennent beaucoup de travaux manuels parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, étant déjà à l'école, à côté de l'école, au village, l'agriculture et l'élevage étant les mamelles, les dites mamelles du Niger, vos parents, s'ils sont éleveurs, ils vous apprennent dans le domaine de l'élevage. Vos parents, s'ils sont agriculteurs, ils vous apprennent dans le domaine, en tout cas, de l'agriculture. S'ils sont commerçants, ils vous apprennent le commerce. Ils vous apprennent que le bénéfice est égal au prix de vente moins prix de revient ou prix d'achat ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que l'enfant ne doit pas poser toute son énergie sur l'école qui est floue. Parce que, heureusement, nous, à notre période, l'école, dès que vous allez en formation, dès que vous avez un certain niveau, peut-être à partir du BPC, dès qu'on vous oriente, vous engagez, vous prenez ce qu'on appelle un engagement décennal, là où on va vous former, vous allez dire qu'avant la fin de votre formation, vous êtes déjà ciblé pour un ministère ou une entreprise quelconque. Le cas n'est pas le même au XXIe siècle que nous vivons actuellement. Donc, moi je pense qu'apprendre, vous savez, attention, quand il s'agit de deux motivations, une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi? Si je fais cela, qu'est-ce que je gagne? La motivation intrinsèque, c'est je suis capable de faire et moi, c'est ma dignité que je défends. Et c'est ça. Parce que si vous avez compris, parmi ces enfants-là, un enfant qui commence par compter sur sa propre force peut devenir un homme, en tout cas, de demain. C'est pourquoi nous disons toujours parmi les schémas, nous disons que les enfants sont dans des sortes de moules. L'enfant doit être considéré comme une pâte d'argile. Tu veux faire de lui un lion, tu vas faire le lion. Tu vas faire de lui un serpent, tu vas faire un serpent. Tu vas faire de lui un agneau, tu vas faire de lui un agneau. C'est à toi de choisir. Donc, selon ce que tu es en train de faire. Ce que nous avons suivi ici avec les enfants, vous avez vu, c'est justement la suite de ce qu'on avait un peu vu depuis le début. Cet apprentissage-là, si maintenant, avec ce qu'il faut, il y a quelqu'un qui dit, il vend à peu près 300 sachets de piawat. Avec 25 francs, 300, c'est simplement peut-être 7500, 25 francs, 25 francs. Donc, tout ça là, il est en train de chercher en tout cas son autonomie à lui. C'est lui qui apprend ces petits métiers-là. Donc, et nous avons vu, maître, nous avons vu deux cas ici. Il y a un qui a un salaire de 15 000 francs CFA le mois. Par contre, l'autre a un salaire de 5 000 francs CFA parce qu'il vit chez sa grand-mère. Oui, parce que l'enfant qui a 15 000 et chez sa grand-mère, vous avez dit c'est famille. Effectivement, la grand-mère est un membre de la famille. La grand-mère, c'est le père, c'est la mère de sa mère ou la mère de son père. Donc, c'est son même sang. Ça veut dire qu'il peut même travailler sans être payé. Mais, moi, j'aurais souhaité aussi, dans le même lot-là, j'aurais souhaité aussi qu'on parle de bonnes. Les bonnes qui sont dans nos maisons. Ces bonnes qui sont dans nos maisons, parce que leur revenu est non seulement dérisoire, mais tomber dans de mauvaises familles, il y a l'inconséquence ou bien la mauvaise orientation de l'éducation qui tombe sur ces bonnes qui sont venues au singulier et qui risquent de repartir au pluriel. Vous savez de quoi je veux parler. Oui. Alors, moi je pense que de toute façon, apprendre un métier, c'est essayer d'être en tout cas un homme, parce que ce n'est pas toujours, dès qu'on a dit, il faut une formation. La formation, c'est quoi? La formation de base commence à la maison. Après la maison, nous avons le quartier. Après le quartier, nous avons l'école. Après l'école coranique et l'école occidentale, c'est le centre de formation. Le marché est un centre de formation. La prison, c'est un centre de formation. Ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons dit
L'enfant appartient à tout le monde. Dès que nous voyons des enfants rater ou bien tenter de rater leur éducation, nous devons les mettre sur le chemin parce que un enfant bien formé est un homme qu'on gagne. Un enfant mal formé est un délinquant sporadique, nuisible à la société. Et de l'autre côté, un enfant, il ne faut pas éduquer un enfant dans la paresse. C'est quoi éduquer un enfant dans la paresse? Lui montrer l'argent. Et toute femme aime son enfant, tout homme aime son enfant. Mais les pleurs d'un enfant, ça ne fait rien à la mère. Ça ne lui dit pas grand-chose, mais elle ne manifeste. Même si du fond de son cœur elle est gâtée, le cœur est gâté, elle ne prouve pas quelque chose parce que c'est une éducation. Un enfant qu'on corrige, on va retomber là avec le docteur et avec le journaliste, parce qu'un enfant, effectivement, un enfant, c'est là que je veux dire châtiment corporel. Nous, si nos enseignants ne nous ont pas corrigés, mon maître islamique, s'il ne m'avait pas corrigé, mon maître de l'école des années des indépendances, s'il ne m'avait pas corrigé, je ne serais pas devenu aujourd'hui ce que je suis. Pensez-vous que l'enfant doit contribuer aux dépenses de la famille? Un enfant qui contribue Non, aux pas dépenses du de tout. la famille? Un enfant, parmi les droits de 1989 que vous avez cités, un enfant, c'est quelqu'un, docteur l'a dit, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, c'est quelque chose là. Donc un enfant ne doit pas être indépendant tout de suite. Il doit toujours dépendre des autres. C'est parmi ses priorités, nous avons le droit à l'éducation, nous avons le droit à la sécurité, nous avons le droit à la nourriture, nous avons le droit aux vêtements, nous avons le droit, en tout cas, partout, tous ces droits. C'est pourquoi, quand vous choyez un enfant, vous fabriquez un paresseux dans la mesure où, si vous ne voulez pas que votre enfant pleure, c'est lui qui va vous faire pleurer. Comprenez, tous n'ont qu'à comprendre que si tu penses choyer un enfant, sois sûr que cet enfant-là que tu choyais, avec qui tu as fabriqué de la paresse, c'est lui qui va te faire, en tout cas, pleurer dans la mesure où un bien acquis par la sueur de son front est différent du bien acquis par l'héritage, différent du bien acquis par le vol, bien différent de bien acquis par l'escroquerie, différent du bien acquis par le mensonge. Toutes ces tares de la société constituent en tout cas des trucs que nous apprenons au village à travers les contes et les légendes pour décourager les mauvaises œuvres et encourager en tout cas les bonnes œuvres, et que de toute façon dans la vie les doigts même sont inégaux, mais chacun a sa chance dans la vie. Et ça fait partie. Donc chacun a sa chance dans la vie. Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Apparemment, je vois Haruna qui va parler. Oui, justement, c'est juste pour dire qu'en principe, le travail des enfants est interdit par plusieurs dispositions. Plusieurs enseignements publics interdisent le travail des enfants. Et un enfant n'a pas à travailler pour prendre en charge sa famille ou bien ses parents. Ça, ce n'est pas possible. Mais maintenant, il y a la réalité sociale au Niger. Il faut se demander d'abord qu'est-ce qu'il faut des enfants à partir de travailler. Quand on suit cette talibé-là, un des jeunes, il dit qu'il travaille et à la fin de chaque mois, il envoie de l'argent à sa maman qui est au village. Donc ça veut dire que quelque part, c'est la pauvreté qui pousse les enfants à faire un travail qu'ils n'ont pas à faire pour prendre en charge les besoins de la famille. C'est un peu ça. Et je dis qu'il y a des régions dans lesquelles c'est peut-être même culturel. Si vous partez généralement de la région de Maradi, Zender, vous allez voir que c'est des enfants et malheureusement des filles. Surtout à Maradi. Des jeunes filles avec des tasses sur la tête. À l'âge de 7 ans, 10 ans, elles sont dans la rue exposées à toutes choses de danger, n'est-ce pas, en train de chercher de l'argent. Imaginez, et parmi ces élèves-là, et parmi ces enfants-là, il y a des élèves. Imaginez maintenant comment concilier le commerce, les petits commerces qu'on appelle AGR, les activités génératrices de revenus, qui est assez développé dans la région de Maradi par exemple, et l'école. Il y aura forcément une baisse de niveau. Vous ne pouvez pas partir à l'école le matin, descendre le soir, partir au marché, revenir le lendemain, repartir à l'école
et penser que ça ne va pas jouer sur la production. Non, ça ne peut pas aller. Donc je pense que quelque part le travail des enfants n'est vraiment pas encouragé. Même si ça s'est fait, c'est peut-être les raisons de pauvreté qui poussent les gens à le faire, mais ce n'est pas encouragé. Alors, docteur, au petit commerce des enfants. Oui, je vais intervenir. Oui. Non, il n'y a pas de quoi. Oui. Dans le commerce. Un petit rappel. Ma structure, l'Association nigérienne pour la paix et la solidarité islamique, nous avons travaillé il y a plus de 20 ans sur le volet social. Nous avons présenté des documents aux gouvernants antérieurs pour leur dire qu'on a peur de ce qui va arriver dans quelques ans. Si on prend garde, si on n'arrive pas à encadrer cette jeunesse qui entre. On n'a pas voulu nous croire. Pourquoi? Parce que l'Occident ne voulait pas. Mais s'il vous plaît, comment voulez-vous obtenir un résultat dans une école coranique où vous mettez plus de 100 gosses à 45 degrés, sans ventilateur, sans rien du tout, en train d'apprendre? Et vous faites de l'autre côté l'école, des grandes fenêtres aérées et tout ça. Nous avons dit que ça, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la jeunesse. Je vais revenir, comme dirait l'autre, en arrière. On a pris des dispositions par rapport, n'est-ce pas, aux talibés, à tous ceux qui traînent dans la rue. Il a parlé du gouverneur qui est sorti. Oui. Quand le gouverneur est sorti, moi j'ai dit, voilà une bonne initiative, mais pour quelques jours, quelques mois. Mais vous ne pouvez pas, dans un pays, prendre des dispositions de ce genre qui vont durer un temps, mais ça se poursuit, ça s'évalue, et il faut taper. Mais on ne peut pas faire des omelettes Sans casser des œufs. Mais on n'a que foutre de ceux qui vont penser de nous pour dire que voilà, nous ne voulons pas de la mendicité parce qu'elle est interdite en islam et nous sommes musulmans à 99. On était à 100%, on nous a dit 99. Après, on a dit non, ce n'est plus 99. On est revenu à 98. Ce n'est plus 98, c'est qu'on ne sait plus. Mais musulmans quand même. Nous n'avons pas toléré cela. Et la structure, je parle au nom de la structure. Nous avons dit non. C'est une bombe à retardement qui finira par, en tout cas, jaillir. C'est le résultat qu'on a aujourd'hui. L'islam ne dit jamais de mettre un enfant 2, 3, 4 dans la rue, en train de tendre la main. Vous vous rendez compte? J'étais en voiture. Un enfant de 4-5 ans, je l'ai vu venir et je suis resté à mon volant. Il a tapé, cac, sur la vitre. Je n'ai rien dit. Il a fait comme ça. Je n'ai rien dit. Il est allé au niveau du machin. Vous vous rendez compte? Tout ça pour attirer votre attention. Vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau? Et quand vous habituez un enfant à de l'argent, vous l'habituez? Non. Vous ne lui apprenez pas de commerce, non. Vous lui apprenez la destruction. Parce que s'il ne l'a pas, cet argent, vous allez voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est des vols. Où des gens vont venir faire un communiqué pour dire pourquoi on nous empêche de mendier. Mais c'est du jamais vu. Mais de qui se moque-t-on? De qui? De l'autorité. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Et Allah a dit d'obéir à Allah, d'obéir à son prophète, d'obéir à ceux qui diraient vos dirigeants là. Ils ont pris des décisions, respectons-la. Aujourd'hui, faites la différence. Il y a 20 ans, entre l'école coranique et l'école française, l'Occident a fait tout pour que l'école coranique soit complètement rasée, anéantie, pour la réduire
En lambeaux. En lambeaux. C'est se construit. Et ces enfants-là, je ne sais pas si vous l'avez su, ils prennent la tasse, mais ils ne sont pas même dans les makaranta. Parce qu'ils ont vu que c'est le chemin. Le plus facile. C'est le chemin le plus facile pour réussir. Un enfant de 5 ans qui va commencer à réfléchir et nous allons nous poser des questions par rapport au terrorisme. Nous allons nous poser les questions. Il suffit de donner à un groupe 500 000. Va faire ceci, là, il va faire. Tout dernièrement, le cas qu'on a eu à Terra, dans le département de Terra. Dans une mosquée de vendredi, les gens en train de prier. Fambita. Fambita. 44 personnes tuées. Massacrées. Officiellement. Officiellement, il y a les blessés. Il y a les blessés. Les blessés, vous savez, on ne peut pas les comptabiliser, on les amène. On dit pour le moment, nous avons 13. Mais ça va être au fur et à mesure. C'est une boucherie, ça. Mosquée brûlée. Est-ce que ce n'est pas une boucherie, ça? Ça, c'est une guerre. Est-ce que nous allons rester comme ça? C'est une guerre, oustaz. Et le résultat, si vous prenez, c'est la résultante de cette mendicité. L'islam a encadré les choses. L'islam a dit l'enfant, il est à la charge des parents. Totalement. Il ne va pas chercher son gain à l'extérieur. L'islam, c'est pour cela que, vous voyez, au temps du prophète, il y a des jeunes extrêmement intelligents. Ils n'avaient pas droit à la parole. Ils ne peuvent pas prendre la parole devant des personnes âgées. Ils ne peuvent pas. Mais pourtant, ils sont là encadrés. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une question. Les adultes que nous sommes, nous n'avons pas pu répondre. Il y avait les Ibn Omar, Ibn Abbas, des jeunes qui étaient là avec leurs parents, tout ça. Ils étaient là. Ils n'ont rien dit. Ibn Omar, l'enfant de Omar ibn Khattab, il a dit une fois à la maison à son père, vous savez, la question du prophète, là, moi je la connaissais, c'est cela. Et Omar lui a dit, son père, mais pourquoi tu n'as pas dit? Il dit, je n'ai pas reçu l'ordre. Je n'ai pas droit à la parole. Devant des sages. Aujourd'hui, quand moi je rencontre un jeune de 15 ans sur un chemin étroit, il ne me laisse pas le passage. Il me bloque. Dans une réunion, il peut me contredire, m'insulter malgré mon âge. Mais vous refusez de vous donner un siège. Vous pensez, ou un siège. Ou arracher la marchandise que vous supportez dans les bras, étant même du quartier, étant grand-père du quartier. Vous estimez que ça c'est normal? Ce n'est pas Ton normal. portable, on vient, on l'arrache, on court, personne ne réagit. Vous avez vu comment ils font des jeux durs dans la rue, on ne dit rien. À la place du préfet, du gouverneur, nous avons pris une décision. Nous mettons des gens qui vont suivre continuellement sur une période donnée. Quand on a dit ça, moi je souris, j'ai dit non, ils vont lâcher, ils vont. Et les mendiants sont revenus. Aujourd'hui, nous avons vu même des mendiants devant des portes. Tu vois la femme devant la porte, elle s'arrête comme si elle veut rentrer. Alors qu'elle mendie. On a vu des mendiants malades, morts, sur lesquels on a des centaines et des centaines de francs, des millions qu'on a sur des... Mais vous pensez qu'ils vont arrêter? Il faut que nous-mêmes nous soyons conséquents. On ne joue pas avec un système éducatif. On ne joue pas. C'est pour cela chaque fois dans tous les discours, vous savez, l'Occident, ce n'est pas son problème. Qu'on ne réussisse pas aujourd'hui, ce n'est pas le rôle de l'Occident. Ils préfèrent nous voir dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous présentons des documents faits, la nation présente des documents par rapport à des situations, on refuse. On a même l'habitude de nous dire, oh, vous savez, ils aiment le pouvoir. Vous vous rendez compte? Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. Maintenant, ce qu'il faut faire,
pendant qu'il est encore temps. Parce que moi, avec l'affaire de Terra, nous avons eu peur. Nous avons eu peur. Il faut forcément qu'il y ait de la surveillance, de l'éducation, la donner aux gens capables. Moi, je ne parle pas des marabouts. Marabout, tout le monde peut mettre un boubou, il est marabout, il prend un chapelet, et puis bon, on lui compte. Vous vous rendez compte, confier des enfants? Des enfants à quelqu'un comme ça qui va avec eux pour lui chercher de l'argent? Mais on doit le prendre. Voilà, docteur. Docteur, nous allons suivre ensemble le troisième et dernier reportage. Cette fois-ci, on va parler des filles qui ont décidé, après l'apprentissage au niveau de l'école, qui ont décidé d'apprendre l'informatique. Alors, et c'est ce reportage que je vous invite à suivre, très chers amis téléspectateurs. Et on va revenir discuter en quelques minutes parce que la régie nous fait signe qu'il nous reste à peine, bien sûr, 10 minutes à passer ensemble. On suit le reportage et on se retrouve ce soir. La population du Niger est principalement composée d'enfants dont l'âge médian n'est que de 14 ans. Avec près de la moitié des Nigériens vivant dans la pauvreté, les enfants sont en danger et ont peu d'opportunités de sortir de cette situation. 80% de la population vit en zone rurale, ce qui rend l'accès à certaines installations comme l'eau potable, le soin de santé et encore l'éducation plus difficile. À cause de la pauvreté endémique, de nombreux parents empêchent leurs enfants d'aller à l'école afin que ces derniers travaillent à temps plein et contribuent financièrement aux dépenses de la famille. Comme tous ces droits dont jouit l'enfant qui sont le droit à une identité, droit de vivre en famille, droit à la santé, droit à la protection de la vie privée. L'éducation aussi constitue un droit fondamental de l'enfant. L'éducation permet notamment de transmettre les principes communs aux nouvelles générations, de conserver et perpétuer les valeurs de toute une société. Elle contribue aussi à l'épanouissement personnel en favorisant l'intégration sociale et professionnelle. Ce sont ces aspects conjugués qui ont poussé quelques jeunes à s'offrir une formation dans le domaine digital qui est l'informatique. Et je me prépare aussi pour mon avenir. Parce que une fois après mon bac, je vais être gendarme. C'est pour ça que je vais apprendre l'informatique. Mais maintenant, on dit qu'on ne prend plus les filles sans diplôme. C'est pour ça que je suis venue m'inscrire. De ne pas laisser cette chance le rater. Venir s'inscrire dès maintenant. Parce que j'ai laissé moi aussi cette chance plusieurs fois. Il en est de même pour cette jeune fille qui est consciente que l'éducation s'avère un de leurs droits fondamentaux et décide elle aussi de suivre une formation afin d'être utile à sa famille et à la société. Comme j'ai vu l'informatique, c'est dans ce domaine que personne ne part au chômage. L'informatique, c'est vraiment un très bon domaine. Je me suis dit de venir apprendre parce que c'est vraiment intéressant l'informatique en fait. Savoir manipuler les ordinateurs.